Je me souviens d'une livraison que tu as faite dans une des publications de la revue Critique, n'est-ce pas, dans l'hommage que tu rendais à ton ancien collègue Edouard Saïd, n'est-ce pas, qui a beaucoup travaillé sur la diaspora palestinienne. Et voilà, tu essayais un peu de distinguer les catégories de l'exil et de la migration. Donc voilà, bon, je voudrais t'interpeller déjà là-dessus, mais peut-être te demander un peu ce que signifie ta présence ce soir à cette sixième édition. Merci, ça fait beaucoup de questions. Et merci d'abord de ces paroles très généreuses. Tu as décrit un itinéraire dont je me demandais qui il concernait véritablement. Je savais que tu avais fait toutes les recherches qu'il fallait pour ma trajectoire. Et parler peut-être avec les bonnes personnes, je ne savais pas que tu t'étais entretenu avec ma mère, parce qu'elle seule croit que je suis un grand professeur. Là, d'abord, je suis ravi. Merci infiniment de m'avoir invité et d'avoir, au dernier moment, lorsque mon vol Air France, malheureusement, a été annulé, d'avoir fait ce qu'il fallait pour que je puisse quand même être ici. Ça signifie que je suis totalement jet-lagué, comme on dit, sous le coup du décalage horaire. Alors, soit ça met dans un état d'excitation et d'euphorie, et c'est parfait, ou alors on a le coup de barre, et on va voir ce qu'il en est dans une heure de temps. Merci d'avoir fait de moi un Bordelais, parce qu'effectivement, je suis venu à Bordeaux, j'étais déjà venu pour l'AUF à l'époque, et je suis venu plus longuement à Bordeaux et j'ai même pu visiter les vignobles alentours grâce à toi. Et depuis, évidemment, chaque fois que tu m'appelles à ces journées, je suis prêt à tout lâcher pour venir, même si c'est pour 3 jours. Merci infiniment et merci à tous ceux qui ont rendu ma visite possible. Edouard Saïd, effectivement, a parlé de l'exil. C'est un Palestinien. Et les Palestiniens, malheureusement, vivent ces conditions d'exilés dans le monde d'aujourd'hui. La différence que j'établissais, on voulait faire une comparaison entre Edouard Saïd, palestinien, enseignant à Columbia University, et moi-même venu de mon Sénégal natal, et j'ai tout de suite, évidemment, arrêté la comparaison parce que l'exil n'est pas la migration. L'exil n'est pas la migration, l'exil se vit sur le mode de la nostalgie. Évidemment. Et c'est une situation qui n'est pas comparable du tout. Qu'est-ce qui fait que l'on migre? C'est une grande question. Quand je suis parti de Dakar, tu l'as expliqué tout à l'heure, quand je suis parti de Dakar, il y a maintenant presque bientôt 20 ans, je suis en train de réaliser qu'après avoir enseigné 20 ans à Dakar, je vais probablement, Inch'Allah, enseigner 20 ans ou plus à l'extérieur de Dakar. Donc, je ne serais jamais parti d'ailleurs si je n'avais pas enseigné ces 20 ans-là. Quand j'ai fini mes études, dont tu viens de rappeler la nature, ici en France, je ne suis pas resté en France alors que la France, à bien des égards, est mon pays, et que je retrouve toujours de toute façon régulièrement. J'ai préféré rentrer au Sénégal avec l'idée de créer un enseignement en philosophie, de philosophie des sciences. Il me semblait important que cet aspect de la philosophie soit développé dans un département comme le nôtre, comme celui de Dakar, et donc je suis rentré pour cela. Une fois que l'on est sur un terrain, évidemment, on rencontre tout un ensemble de questions qui sont liées à ce terrain. C'est la raison pour laquelle je me suis également plongé dans le débat autour des questions philosophiques qui se posaient sur le continent africain. Donc je suis devenu aussi un philosophe des questions africaines. Et vivant dans un pays musulman, je ne pouvais pas être à l'écart des grands chambardements, on va dire, géopolitiques liés à cette religion. Je ne pouvais pas non plus ne pas m'intéresser à la religion. Et c'est ainsi que j'ai cultivé cet autre aspect de mon travail, de la spécialisation en philosophie qui est la mienne, qui est la philosophie islamique.
Voilà très rapidement brossé ce qui a donné son orientation à ma trajectoire déjà au Sénégal, quand j'ai fait cette première partie de ma carrière. Ce sont des enseignements que je porte aujourd'hui. C'est les 3 domaines dans lesquels j'écris: l'histoire et la philosophie des sciences, les mathématiques et la logique, la philosophie en Afrique et l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. C'est ce que j'enseigne. J'ai enseigné à Northwestern, à Chicago. J'ai commencé d'abord par aller à Chicago avant de me retrouver aujourd'hui à New York. Je crois avoir répondu à la question de ma présence ici. Je t'ai dit, la première fois où j'ai découvert ces journées, ces JDNA comme tu les appelles, je suis tombé sous le charme de plusieurs choses. D'abord, Bordeaux me semble effectivement être l'espace où ce genre de questions liées à la présence africaine dans le monde, ce que j'appelle parfois une africanisation du monde. Eh bien, Bordeaux me semble être l'espace tout indiqué pour poser des questions liées à cette africanisation du monde. Parce que Bordeaux a l'histoire que l'on connaît, et également parce que Bordeaux, par sa situation, a l'ouverture au monde que l'on connaît. La deuxième chose que j'avais remarquée, c'était l'engagement très fort des autorités locales, de la mairie de Bordeaux, dans cette réflexion. Troisièmement, la qualité des personnes et des personnalités que tu réussis toujours à faire venir dans cette belle ville de Bordeaux et que tu réussis à mettre en conversation ensemble. Et enfin, quatrièmement, je crois beaucoup en l'amitié, et depuis que nous sommes amis, comme je te l'ai dit, je suis toujours prêt à répondre à tes invitations. Ça, c'est le côté explication de ma présence ici. Pour revenir à ce que je disais maintenant sur l'exil, je disais que l'exil se vit évidemment sur le monde de la nostalgie parce que l'exil n'est pas choisi. La migration, elle, l'est. Et l'une des significations du choix que l'on fait de la migration, c'est précisément que l'on regarde en avant. On ne regarde pas en arrière, on ne vit pas sa situation sur le mode de la nostalgie. Au contraire, on vit sa situation sur le mode de l'entreprise et de la prospective. Et je sais que tu as envie que tout à l'heure on parle de démarche prospective. Et c'est la raison pour laquelle les diasporas sont très importantes. Les diasporas africaines sont très importantes. L'Afrique est un continent qui produit de la diaspora, qui en produira encore probablement sur une génération. Ça s'inversera à un moment donné, parce que si l'histoire comporte des leçons pour nous, c'est que l'histoire des diasporas, je prends les diasporas indiennes et chinoises, ce sont des diasporas auxquelles il faut que nous prêtions la plus grande attention, parce que probablement nous allons suivre les trajectoires de ces diasporas-là. Pour l'instant, nous sommes un continent producteur de diaspora, comme nous l'avons été par le passé, et il faut en tirer le meilleur parti. Et il me semble que c'est la signification de toute ton entreprise. Faire que la présence africaine dans le monde soit au bénéfice du monde et soit également au bénéfice du continent africain. C'est la raison pour laquelle imaginer et envisager les relations que les diasporas africaines vont avoir avec le continent, qu'il s'agisse des diasporas plus anciennes ou des diasporas plus nouvelles, ça c'est une bonne question à poser en ce début de millénaire. Et je te remercie d'organiser toujours de belles conversations autour de cette question. Merci Bachir. Donc tu as évoqué, alors tu as plusieurs domaines de recherche, tu as évoqué tout à l'heure l'histoire de la philosophie dans le monde islamique, pardon. Donc tu as beaucoup travaillé sur l'épistémologie, effectivement également sur un certain nombre de sujets relatifs à la prospective. Et sous la prospective, alors tu as une conception de la prospective qui rejoint évidemment celle de Gaston Berger, et que tu définis très bien d'ailleurs dans l'encre des savants, là, qui est ta dernière, ta récente publication individuelle, si je puis dire, hein, puisque tu as coédité d'autres publications. Est-ce que, alors tu dis quelque part dans le chapitre donc, du temps dont on a besoin, tu dis la prospective n'est pas l'affaire d'un voir pour ensuite dire ce que l'on voit, elle est engagement dans l'action. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler du temps des diasporas africaines? Autrement dit,
qu'est-ce que la prospective, telle que tu l'entends, peut apporter aux diasporas africaines aujourd'hui, au regard de leurs responsabilités dans le monde et par rapport au devenir des sociétés africaines. Première chose, tu as attiré l'attention sur l'importance qu'a la pensée de Gaston Berger pour moi. Gaston Berger, c'est tous les Sénégalais de mon âge ont entendu parler de Gaston Berger encore et encore, parce que tous les Sénégalais de mon âge ont souvent entendu le président Senghor. Et le panthéon du président Senghor, dans le panthéon du président Senghor, il y avait Gaston Berger, qu'il aimait beaucoup à la fois pour la raison que tu viens d'indiquer, c'est le père de la prospective. La deuxième raison, évidemment, était qu'il s'appropriait Gaston Berger, qui, comme on ne le sait pas toujours, avait une grand-mère sénégalaise, qui s'appelait d'ailleurs Diagne, de son nom de famille. Rien à voir avec mon Diagne à moi, mais enfin, elle était Saint-Louisienne aussi, si, ça peut avoir sûrement quelque chose à voir plus anciennement. Et donc, Gaston Berger était, pour Senghor, la figure même du métis. Pas seulement le métis biologique, parce qu'être métis biologique, c'est au fond un accident. C'est-à-dire deux êtres s'aiment qui viennent d'horizons et d'ethnicité, on va dire, différentes, et on est enfant de deux cultures, de deux horizons, de deux origines. Mais le plus important, c'est d'être métis dans sa tête. Autrement dit, ce n'est plus le métissage qui est un pur fait biologique, c'est le métissage qui est un choix éthique et un choix intellectuel. Celui-là est le plus important. Et c'est celui-là que Senghor voyait en Gaston Berger. Métis parce que sa grand-mère était sénégalaise, évidemment, mais également surtout métis parce que c'était un penseur du temps, un penseur de la caractérologie et un penseur de la mondialisation. À l'époque, on ne parlait pas encore de mondialisation, mais Gaston Berger avait une réflexion très profonde sur le fait que les parties du monde se retrouvaient ensemble désormais, et que le monde allait de plus en plus vite vers des horizons qu'il nous fallait maîtriser en sachant d'abord les penser, en sachant d'abord les imaginer et les penser. Et c'est cela qui est important dans la pensée prospective. On dit toujours des Africains, ça c'est le point de vue stéréotypique, ethnologique que l'on a sur l'Afrique et les Africains, que les Africains sont des peuples de la tradition, que la tradition est extrêmement importante pour eux, que l'histoire est extrêmement importante pour les Africains et la pensée africaine. D'ailleurs, on vous soulignera à l'envi que la plupart des langues africaines n'ont pas un temps du futur, ce qui est absurde d'ailleurs, parce qu'on compare toujours en ayant l'impression que l'on parle soi-même une langue qui serait la norme, et on définit d'autres langues par ce dont elles manqueraient par rapport à cette langue-là. Ça n'a pas de sens. Beaucoup de langues n'ont pas de marqueur du futur. L'hébreu est dans ce cas-là, l'arabe, parce que vous pouvez ajouter un « ça » pour faire du futur, mais en réalité, ce sont des langues sans futur, sans temps marqué du futur. Mais par ailleurs, le futur est parfaitement présent dans toutes les langues du monde. Toutes les langues du monde savent exprimer demain, un demain qui serait au-delà du simple vendredi. Eh bien, c'est le point de départ de la réflexion qui est la tienne. L'idée qu'il n'y a pas une culture du temps. Autrement dit, le temps, la réflexion sur le temps n'est pas liée à une culture particulière. Nous sommes, nous autres Africains, Sénégalais en particulier, les premiers à nous moquer de notre conception un peu relative du temps. Quand je dis à quelqu'un « rencontrons-nous à midi », je lui dis « oui, mais ce n'est pas le temps CFA, ça veut dire on se rencontre à midi pile ». Et d'ailleurs, je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent ont été surpris. Toi et moi sommes entrés en scène à 18h pile, la montre faisant foi. Ce qui montre bien que nous sommes totalement déracinés et métissés. Alors, ça veut dire que la pensée prospective et la projection de soi-même dans le futur n'est d'aucune culture. Aucune culture ne l'a en apanage parce que ce serait l'expression de sa propre culture. L'Europe a commencé à avoir le même temps pour tous les différents terroirs lorsque le chemin de fer a fait en sorte que quand on quittait Paris à 8 heures, il était prévu qu'on soit à Dijon à, je ne sais pas quelle heure, combien de temps il faut. À ce moment-là, il fallait chronométrer toutes les montres.
ça veut dire que la conception du temps était davantage liée à l'organisation du travail qu'à l'expression de quelque culture que ce soit. Donc si nous sortons du stéréotype de la relation des Africains au temps, il reste maintenant à définir ce que signifie pour nous, en revenant à Gaston Berger, d'imaginer l'avenir. La citation que tu viens de faire de Gaston Berger, moi paraphrasant Gaston Berger, c'est que imaginer le futur, il ne s'agit pas simplement de le voir, il s'agit de le faire. Gaston Berger dit que l'avenir est ce que tous ensemble nous ferons. Ça veut dire que la prospective n'a pas simplement une dimension théorique, contemplative, elle a d'abord et avant tout une dimension active. C'est une dimension de praxis, comme on dit dans le jargon de ma discipline. Autrement dit, tu as deux manières d'imaginer une action. Soit mon action est déterminée par la tradition ou le passé ou l'histoire. Je dis en fonction de ce que mon histoire a été, je vais agir de telle manière. Ou bien, mon action est dictée par la prospective, c'est-à-dire que sa signification va venir du futur. Voici où je veux en être dans 25 ans. Voici l'horizon temporel que je me donne. Dès lors que voici le scénario souhaitable, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Tu vois que dans un cas, c'est comme si tu étais poussé par la tradition à agir de telle ou telle manière, et dans l'autre cas, c'est comme si tu étais happé par le futur. Autrement dit, le sens de mon action est dicté par le futur et non pas dicté par la tradition. Et c'est à cela que nous devons, d'une certaine manière, nous convertir. Toute culture confondue. Et c'est probablement cela la force des diasporas, pour répondre maintenant plus précisément à ta question. Le migrant a une force énorme, parce que quand le migrant s'en va, quitte son lieu naturel, familial, et se retrouve en territoire étranger, en principe, il ou elle sait ce qu'il fait. Et c'est cette force prospective, précisément, qui l'anime, qui fait que la migration est très souvent une réussite. Je parle des migrants que je côtoie plus probablement maintenant aux États-Unis. Quand on regarde les réussites en fonction des origines, les Nigérians sont au sommet de la réussite scolaire, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit sur cela. Pourquoi? Parce que c'est la force de la migration. Dès lors que vous partez de chez vous, en principe, vous savez ce que vous faites. Et donc, cette espèce d'énergie prospective qui est celle du migrant, c'est la lecture que je fais et c'est l'application que je fais, ainsi que tu m'y invites, de la philosophie bergérienne à la question des diasporas africaines. Merci Bachir, merci Bachir. Alors on va avoir un temps réservé à l'échange avec la salle. Je voulais t'inviter à réagir sur deux points. D'abord, donc je rappelais tantôt que tu avais consacré, tu l'as dit toi-même, du temps de recherche sur l'islam, notamment sur la tradition critique, n'est-ce pas, dans l'islam. Et on sait aujourd'hui que tu es aussi très préoccupé par les questions du vivre ensemble, comment on arrive à tisser le lien entre toutes les composantes culturelles des sociétés en Afrique et dans le monde. Très souvent, l'actualité nous renvoie à des caricatures, etc. Alors même que, à travers ton travail autour de Mohamed Iqbal et de bien d'autres, tu arrives à montrer que cette tradition-là a une pensée critique extraordinaire et qu'il y a une richesse, effectivement, de cette tradition qui peut être aussi nourricière du vivre ensemble aujourd'hui en France et ailleurs. Oui. Alors, je vais essayer d'aller vite. Et d'ailleurs, ça me ramène un peu à ce que je disais tout à l'heure de la manière dont, à un moment donné, je me suis mis à travailler sur l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Quand je suis rentré à Dakar, venant de France,
la formation universitaire que j'avais reçue n'était pas celle-là. J'étais philosophe, j'avais suivi le cursus honorum habituel des philosophes, donc l'école normale, tu l'as rappelé, l'agrégation, le doctorat, et tout cela, je l'avais fait en philosophie de l'algèbre et des mathématiques, avec un magnifique professeur qui était Jean Toussaint de Santi. Et mes profs à l'école normale, Althusser et Derrida. Et donc, quand je suis rentré chez moi, l'islam n'était pas ma préoccupation. Je n'avais jamais été athée. Même quand j'étais maoïste, je n'étais pas athée. je vivais la contradiction parfaitement. Mais l'islam n'était pas dans mes préoccupations habituelles. Si je bavardais avec quelqu'un, c'était jamais à propos de la religion. Et d'ailleurs, nous sommes dans un pays, la France, où ça ne se fait pas. C'est mal poli de parler de religion. Eh bien, mais une fois que je suis rentré chez moi, que la question de l'islam est devenue une question mondiale en général pour de très mauvaises raisons, nous nous sommes dit dans mon département de philosophie que nous n'avions pas le droit, étant un département de philosophie dans un pays musulman, très majoritairement musulman, de ne pas enseigner la tradition de la philosophie dans le monde islamique. De rappeler à tout le monde, d'abord à nous-mêmes et à nos étudiants, qu'il y a effectivement une tradition critique, une tradition de questionnement, une tradition sceptique et une tradition pluraliste, c'est le plus important probablement, dans la réflexion philosophique dans le monde de l'islam. Tu sais, pour te donner un exemple de ce que cela peut signifier, un philosophe musulman, parmi les premiers du Xe siècle, Al-Farabi. Al-Farabi disait qu'au fond, les êtres humains avaient une faculté qui leur permettait de saisir les significations spirituelles les plus élevées, directement, d'une certaine façon. Ils avaient besoin peut-être pour cela d'être assistés. Cette faculté en eux avait besoin d'être assistée et que c'était le rôle des prophètes de les assister. Mais qu'au bout du compte, si on dépouille ces réalités spirituelles des habillements que les traditions leur apportent, elles sont en quelque sorte identiques et elles sont les mêmes. C'est-à-dire, encore une fois, une manière d'exprimer philosophiquement ce fait que la vérité est une et qu'elle se réfracte de différentes manières. Si on comprend cela, on est à ce moment-là attentif à la manière dont la même vérité est réfractée de manière différente. Le Coran ne dit pas autre chose. Il y a une citation qui devrait être plus connue, probablement du Coran, où il est dit que si Dieu avait voulu, il aurait fait de l'humanité un seul et même peuple, une seule et même communauté, mais il ne l'a pas voulu, et qu'il a voulu le test de la différence, en indiquant dans le même verset que c'est seulement lorsque les humains seront revenus à lui qu'il leur indiquera la vérité de leur divergence. Autrement dit, il y a un point sur lequel nous ne pourrons jamais rendre raison totalement des différences qui sont les nôtres. Mais si nous avons cette conviction éthique que les différences qui sont les nôtres sont la réfraction d'une même vérité, ce qui n'a rien à voir avec le relativisme. Le relativisme dit qu'il n'y a pas de vérité, en gros. Là, il ne s'agit pas de relativisme, il s'agit de pluralisme, et les deux choses sont différentes. Le pluralisme, c'est une vérité une réfractée de plusieurs manières. Le relativisme, au fond, c'est un scepticisme consistant à se demander où est la vérité, est-ce qu'il y en a même une, il n'y a que des interprétations. Et cette force du pluralisme a été effectivement explorée par un certain nombre de penseurs dans le monde musulman. J'ai parlé d'Al-Farabi, j'aurais pu parler d'Al-Hissène, d'Averroès, un auteur plus récent que tu viens de citer, auquel j'ai consacré un ouvrage, étant l'Indien, Mohammed Iqbal. Quand je dis l'Indien, j'ai toujours des amis ou des collègues pakistanais qui sursautent en disant « enfin, il est pakistanais ». Non, il est mort en 1938 et l'Inde était l'Inde. Il n'y avait pas encore les indépendances séparées du Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Inde. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il aurait voulu cette vivisection-là, alors qu'on fait de lui le père spirituel du Pakistan. Mais c'est la continuation de la même veine, de cette veine pluraliste, et qui dit pluralisme dit tolérance, et tolérance véritable. Parce que si je pense que la vérité, une, se réfracte de plusieurs manières, à ce moment-là, je ne
suis pas simplement tolérant vis-à-vis de ta vérité. Au contraire, j'en suis curieux. J'ai envie de savoir ce qu'il en est de ta vérité parce qu'elle va m'enseigner quelque chose sur ma vérité. Parce que, justement, j'ai une attitude pluraliste. Et donc là, nous n'avons pas cette espèce de tolérance qui est un petit peu un terme méprisant. Dire que je tolère quelqu'un, c'est quand même estimer qu'il est dans l'erreur, mais enfin, bon, je te permets de vivre à côté de moi et peut-être même de partager un verre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de comprendre au contraire que ta manière de croire, ta manière de t'articuler à la vérité m'enseigne quelque chose sur ma propre foi. Et ça, c'est la leçon dont sont porteuses la plupart des religions humaines. Lorsqu'on les regarde sous un certain angle, les religions humaines disent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elles expriment avant tout la vérité profonde de notre condition humaine. Les vérités de la religion, avant d'être des vérités à propos de Dieu et des réalités spirituelles, sont d'abord des vérités à propos de nous. Les textes religieux sont écrits pour les humains, leur parlent des humains, leur parlent d'eux-mêmes et leur parlent de la vérité profonde de leurs conditions. Et si on regarde les religions de cette manière-là, à ce moment, on comprend leur convergence. C'est ce que j'essaye de dire dans les textes que je lis et dans les réflexions que les textes que je lis m'inspirent. Tu as parlé de mon livre « Philosophie en islam ». J'ai une version qui va... Alors, j'ai dans mon cartable, d'ailleurs, les épreuves à corriger, une version un peu plus élargie dans la traduction anglaise en américain, en anglo-américain, qui va paraître d'ici quelques mois. Et qui résume un petit peu les enseignements dans ce domaine-là, de la falsafa, de la philosophie, de la tradition philosophique en islam, que j'ai commencé à Dakar. Je me suis improvisé professeur dans ce domaine-là à une époque où nous avions décidé de créer cet enseignement. Aucun d'entre nous n'était spécialiste. Ça n'était pas la formation que j'avais reçue sur le plan académique. La seule raison qui faisait que je pouvais essayer de tenir le rôle jusqu'à ce qu'on engage un spécialiste, c'était une tradition familiale. Je suis le fils d'un père qui appartenait lui-même à une famille de lettrés. Donc les textes que j'ai commencé à enseigner, je les ai d'abord rencontrés dans la bibliothèque de mon père. Donc j'ai pu faire semblant d'être un spécialiste jusqu'au moment où j'ai de mieux en mieux réussi à faire semblant. Merci Bachir. Alors avant de t'interpeller sur une question quand même d'actualité au regard de la situation des migrants pour lesquels aussi nous organisons quelque part, n'est-ce pas, ces journées nationales des diasporas africaines, eh bien, je voulais revenir sur une expérience que tu es en train de vivre avec certains de tes collègues et amis, Achille Mbembe, qui était à Douala encore hier, et je suis d'ailleurs en parenthèse, Séverine Kodjo-Grambo qui était avec lui à Douala, Alain Mabankou et Séverine, justement, depuis maintenant 2 ans à Dakar, avec des ateliers de la pensée, avec un projet d'une pensée critique africaine à partir de l'Afrique, mais quand même piloté par les intellectuels de la diaspora africaine dont tu es. Qu'est-ce que vous postulez là? Est-ce que c'est une autre manière de penser l'universel, ce que tu appelles d'ailleurs à la suite de Merleau-Ponty un universel latéral ou horizontal? Voilà. C'est quoi le... Ça fait beaucoup de questions en une. D'abord, ces ateliers de la pensée dont Achille et Féluine, ça, ont pris l'initiative, ce sont eux qui sont à l'initiative de ces rencontres-là, arrivent au bon moment. La conjoncture africaine actuelle est une conjoncture qui appelait ce moment de réflexion critique. Ce que j'appelle la conjoncture africaine actuelle. Si on regarde le visage de l'Afrique, je parle sous le contrôle de beaucoup de gens qui sont très attentifs au devenir du continent ici. Je donne toujours cet exemple de 2 numéros de la revue The Economist à 10 ans de distance. L'an 2000, tout le monde célèbre le nouveau millénaire et The Economist publie
un numéro tout à fait déprimant pour les Africains que nous sommes, puisque le grand titre de ce numéro, c'était Africa, the Hopeless Continent. Afrique, le continent désespéré, sans espoir, qui n'offre aucun espoir. Et effectivement, il était facile à cette époque-là de lister tous les maux africains. Guerre civile, dictature les plus ubuesques possibles, pas de droits humains, etc. etc. Bref, c'était le continent dont on imaginait au fond que la seule relation au reste du monde était une relation où les humanitaires venaient essayer de nous sauver des catastrophes que nous avions beaucoup de générosité à produire. Eh bien, 10 ans plus tard, le même journal The Economist, 2011, titre Africa, the Rising Continent. Afrique, le continent émergent, qui est en train de... Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 ans? On s'est rendu compte simplement qu'il n'est pas vrai que l'Afrique n'ait pas avancé depuis son indépendance. Nous avons tellement l'habitude de la catastrophe que chaque fois que l'on parle de l'Afrique, et nous ne sommes pas les derniers à le faire d'ailleurs, nous autres Africains, nous avons ce discours décliniste sur nous-mêmes qui est, dont nous avons pris l'habitude. On a l'impression que s'ils vont à la prochaine élection, ça va se terminer en pain de sang, si ceci ou cela, etc. Et finalement, les choses marchaient. Ça veut dire que, bon an, mal an, dans toutes les difficultés qui étaient les nôtres, il y avait eu des progrès qui avaient commencé d'être mesurés par l'émergence de ce qu'on appelle les classes moyennes. Les classes moyennes avaient commencé à émerger. Le fait que le continent est un continent jeune, de jeunes, c'est un problème, évidemment. Si 70% de la population est à moins de 30 ans, c'est un problème, mais c'est également un atout. Autrement dit, le regard que l'on portait sur le continent africain commençait à se convertir. Là où on ne voyait que catastrophe, on voyait aussi germe de changement. Et c'est cela la conjoncture dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas passés du hopeless continent au rising continent. Les deux coexistent en ce moment. Nous sommes au moment où le numéro de l'an 2000 avait raison et le numéro de l'an 2011 avait raison. C'est-à-dire qu'évidemment, si on regarde les chiffres et qu'on dit que les choses vont mieux en Afrique, beaucoup de pays aujourd'hui ont des taux de croissance absolument extraordinaires. Certains même à 2 chiffres, etc. La croissance, évidemment, met du temps à se traduire en emploi. Ça veut dire que malheureusement, nos jeunes qui se noient dans la Méditerranée continueront probablement dans les années qui viennent à se noyer. À un moment, donc les deux réalités sont présentes en même temps. Et il fallait essayer de penser cette Afrique-là. Cette Afrique qui est en train d'émerger. Cette Afrique qui n'est plus le continent oublié des droits de l'homme. Cette Afrique où l'autoritarisme existe encore, évidemment, malheureusement, mais l'autoritarisme est sur la défensive. Cette Afrique où des jeunes sont extrêmement entreprenants. Évidemment, ils n'ont pas de boulot. Évidemment, ils pensent que leur avenir est ailleurs. Ils vont prendre des bateaux et mourir malheureusement. Ils pensent aussi qu'il faut prendre des stéroïdes et gonfler et aller lutter pour faire son chemin. Non, tous ces problèmes-là existent. Mais par ailleurs, ce que je viens d'indiquer existe. Le caractère jeune de ce continent est en train de ne pas simplement être un poids et un désastre, mais également un atout. C'est à cette Afrique-là que nous avons affaire. Il fallait donc que nous fassions notre boulot, nous autres qui avons pour profession d'essayer de réfléchir, de projeter des choses dans un avenir prospectif. Et c'est la raison pour laquelle Achille Mbembe et Felwine Sarr ont pensé que nous devions faire cette espèce de think tank. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, on ne le définira jamais. On gardera le nom d'atelier de la pensée, c'est un lieu de réflexion à géométrie variable, avec des gens qui vont, qui viennent. On a été un groupe plus petit, maintenant on a été un groupe plus grand. Il y a des artistes, ces personnes d'imagination dans ce groupe, pour essayer de penser cette Afrique qui vient. Un peu la même chose que ce que tu fais ici, en pensant les diasporas africaines en Europe, et c'est lié évidemment.
Et je reviens à une formule que tu as utilisée dans ton introduction. Ces ateliers de la pensée n'essayent pas de voir, d'explorer quelques spécificités africaines que ce soit. Il n'y a pas de spécificité africaine. On a toujours enfermé l'Afrique dans une espèce de spécificité en ayant l'impression qu'il fallait parler des questions planétaires et puis de manière accessoire et annexe parler de l'Afrique. Les questions africaines sont des questions planétaires et les questions planétaires sont des questions africaines. Et ça, si on se convainc de cela, comme nous le sommes, on peut mener une réflexion exigeante qui soit une réflexion qui vise la totalité. Nous n'avons pas à dire que lorsque nous réfléchissons, nous ne réfléchissons que sur l'Afrique. Nous devons nous engager à penser les grandes questions du monde. La présence africaine, pour reprendre le titre de tes journées, la présence africaine doit se marquer sur toutes les grandes questions au monde. Les Africains ne sont pas condamnés à toujours penser simplement Afrique, Afrique, Afrique. Voilà la signification que nous donnons à ces ateliers de la pensée. Et voilà l'exploration que nous essayons de mener tous ensemble d'une année sur l'autre. Merci Bachir. Donc ton regard, avant de passer la parole à la salle, ton regard sur cette actualité qui aussi nous interpelle. Voilà, la situation de la jeunesse, des migrants, voilà. Ton regard de philosophe et de citoyen. Sur les migrants, je n'ai pas encore dit une chose. Les migrants sont le test absolu de l'époque où nous vivons. Ils sont en train de tester notre humanité, tout simplement. M. Nicolas Hulot avait écrit, s'il n'était pas encore ministre à l'époque, un magnifique texte dans Le Monde en demandant où est passée notre humanité. Il pose cette question de la même manière que le pape François, aujourd'hui, la pose. C'est ce qu'interroge le migrant. Le migrant, aujourd'hui, il y a cette espèce de choc frontal qui s'est passé en mer Méditerranée entre ces jeunes d'extrême droite qui avaient affrété un bateau qu'ils avaient appelé Identité ou Génération Identitaire pour aller faire face, disait-il, aux migrants sur la Méditerranée. C'était ça le symbole de notre époque. Cette espèce de réponse tribale, totalement primaire, ce réveil de la partie la plus animale en nous, l'instinct de tribu, devant la détresse humaine qui pousse les gens à la migration. Détresse politique, ce qui est une détresse économique. Et si nous n'avons pas d'autre réponse que justement le tribalisme, qui fait que ce sont aujourd'hui les partis les plus tribalistes qui n'ont plus besoin même d'avoir un programme électoral, il suffit de prendre la photo de ce qu'on imagine être un migrant et de dire oui, moi je vais les arrêter. Et vous avez le résultat de la Pologne. C'était pas la Pologne, c'était la Hongrie. Enfin, ça peut être la Pologne. C'était la Hongrie cette fois-ci. Eh bien, c'est ça le test du migrant. Le migrant, aujourd'hui, les historiens du futur réfléchiront à la figure du migrant et ce qu'elle a signifié pour notre début de 3e millénaire en posant la question que posait Nicolas Hulot, où est passée notre humanité? Par sortir de l'instinct de tribu, c'est-à-dire de l'instinct d'enfermement, pour essayer de penser la totalité, précisément. C'est cela que le défi que nous lancent les grandes migrations aujourd'hui, et c'est un défi auquel il faut que nous sachions nous adresser, pas seulement politiquement, mais éthiquement. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est rien moins que notre sens de l'humain, au-delà de la tribu. Nous sommes animaux, donc nous avons des instincts de tribu, c'est tout à fait normal. Mais nous avons également cette capacité humaine d'aller au-delà de la tribu, qui nous vient et de la raison philosophique et de la religion. Ce n'est pas un hasard si les philosophes parlent en faveur d'une humanité et d'un traitement humain de la migration, en réveillant en nous cette disposition magnifique qu'est l'hospitalité, et que ce soit également le pape François qui en parle avec autant d'éloquence, parce que c'est précisément les deux lieux où s'articule la notion d'humanité, la raison philosophique et la religion. Merci Bachir pour cette première séquence. Je rappelle simplement la règle du jeu. Donc il y a 2 micros dans la salle. Ensuite, nous aurons à consacrer un peu de temps pour la dédicace. Je sais que vous êtes nombreux, mais aussi, vous êtes aussi venus pour acquérir
ces ouvrages, ces publications de Bachir. Et puis, voilà, donc à 19h15, 19h20, on finira les échanges et puis vous retrouverez Bachir au fond de la salle où sont disposés les ouvrages. Donc, première question. Ça peut être les questions ou les contributions. Hein. Sénégalais,